Salut à tous, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, pour démarrer cette année, nous retrouver Sylvain et moi, on a décidé de démarrer par un sujet un petit peu léger. On vous aviez parlé il y a quelques épisodes du tchoukball. Et ben là, on a prévu de parler d'un sport un petit peu plus connu, le curling. Donc, effectivement, dans le fond, je sais à peu près ce que c'est le curling, mais pas vraiment. Au fait, Sylvain, c'est quoi le curling? Salut Thierry et bonjour à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Alors le curling, on va l'appeler souvent en France la pétanque sur glace. Je sais que je vais faire hérisser des cheveux sur la tête des puristes. J'avais envie d'en parler parce que lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver, j'étais tombé sur des épreuves de curling et le commentateur était passionnant et je m'étais régalé à regarder ce genre de sport où d'habitude c'est ce genre de sport, tu sais, où tu commentes un petit peu, tu suis pas forcément et en fait c'est vraiment très très sympa à regarder. On va parler un peu des origines parce que le curling, les origines sont un peu obscures, je t'avoue. Mais il D'accord? est généralement admis que ce sport a été inventé en Écosse au XVIe siècle parce que la première mention écrite du curling remonte à 1541 dans un document qui décrit une partie de curling jouée sur le lac de Paisley près de Glasgow. Donc tu vois, ça date quand même d'il y a près de 500 ans, mine de rien, pas loin. Ouais, je suis déçu, j'aurais cru que ça avait été créé, je sais pas, au Brésil, en Afrique du Sud, dans des pays chauds, donc ça, bah non, Mm. sans surprise, ça s'est fait dans des pays considérés généralement comme froids. Bon, pas Ouais, pas mais une grande surprise. malgré tout, on aurait pu penser que ça aurait été peut-être dans des pays plutôt nordiques, Ouais, on va dire, mais malgré tout, c'est en Écosse. Ils aiment bien inventer les Britanniques des sports, hein, de toute façon. c'est clair. Ils gagnent pas forcément derrière, ça c'est un autre débat. Les premières pierres de curling, elles, étaient fabriquées en pierre calcaire ou en granit. Il y avait pas de poignée, tu sais, comme tu as maintenant. Et puis bah, les joueurs les lançaient sur la glace en utilisant un bâton qu'on va appeler balai maintenant pour contrôler la trajectoire. On en parlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Au Ouais. fil du temps, les règles du curling, elles ont évolué. Les pierres, bien évidemment, ont été améliorées. Et en 1838, la Royal Caledonian Curling Club a été créée en Ah, ouais. Écosse, toujours, et a établi les règles du curling telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. Donc ça date déjà depuis 1838 et le curling s'est répandu au-delà de l'Écosse au cours du 19e siècle. Il a été introduit en Amérique du Nord par des soldats britanniques au cours de la guerre d'indépendance américaine. Donc tu vois, ça a permis de se développer et d'être joué un petit peu partout. D'accord, et on sent pas du tout que toi t'aimes l'histoire, hein, en donnant plein de dates, etc. C'est pas du tout ton style. Non, après, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir ce que l'on est aujourd'hui. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout Tout cas, à fait. le curling, c'est devenu un sport populaire dans de nombreux pays du monde, notamment donc effectivement l'Écosse, le Canada, les États-Unis et les pays nordiques, bien évidemment, la Suède, la Norvège, la Suisse également, qui est un pays avec, je pense également pas mal de patinoires parce que ça se joue sur une patinoire. Et c'est un sport olympique depuis les premiers Jeux olympiques d'hiver de 1924. Comme quoi, et ouais, c'est assez marrant que quasiment depuis le début, ce soit un sport olympique. Comme quoi, on se Ah, moque gentiment de ce sport, et pourtant, il a une belle histoire. c'est ça, il y avait que des épreuves masculines, en tout cas à l'époque, mais Ouais. c'est peut-être un sport aussi un peu considéré comme élitiste et peut-être beaucoup joué par des personnes à un haut rang social, donc ce qui fait que ça peut expliquer que ça puisse être dès le début. Ça, c'est une interprétation que je fais moi. En tout cas, c'est un sport d'équipe qui se joue sur une patinoire classée, pour le coup, c'est normal, et deux équipes de 4 joueurs s'affrontent pour faire glisser les pierres le plus près possible d'un point d'attache appelé maison. Et donc là, le but maintenant, ça va être essayer de vous expliquer. On va commencer par quoi, Thierry? À ton avis, le curling. Est-ce que tu veux qu'on commence par les équipements, les règles? Est-ce que nos auditeurs veulent-ils savoir? Allez, je dirais, bah, commençons par les règles. Ok. Alors, le curling se joue sur une patinoire de glace de 42 mètres. Alors, c'est 42,07 de long, mais 42 mètres de long. Et on va dire 4,5 mètres de large, parce que ça peut aller de 4,03 à 4,75. Voilà. Donc, je vais vous faire des chiffres moyens, on va Ouais. dire. La maison, donc c'est la zone, tu sais, avec la cible, et puis tu as des ronds bleus également autour, est une cible située au centre de la patinoire, et les joueurs utilisent des pierres de curling qui pèsent environ 20 kilos pour marquer des points. Chaque Donc, équipe.
d'un point de Oui. vue dessin, ça ressemble un petit peu comme une espèce de plateau de fléchettes, on est d'accord, un peu dans le même style, hein. C'est un mélange un peu ouais, de pétanque et de fléchette, on va dire. Tu Eh, vois? c'est bon ça. Voilà, en gros. Et chaque équipe, donc comme je le disais tout à l'heure, est Hmm. composée de 4 joueurs. Les joueurs se relayent pour lancer les pierres et le but du jeu est évidemment de marquer le plus de points possible, en tout cas plus que l'équipe adverse. Les points, eux, sont marqués lorsque la pierre d'une équipe s'arrête plus près de la maison que la pierre la plus proche de l'équipe adverse, un peu le même fonctionnement que la pétanque avec le cochonnet. Et Ouais. une équipe lance 8 pierres par manche et seules les pierres qui sont dans la maison, donc dans la zone, peuvent marquer un point. Voilà, donc juste pour clarifier pour les auditeurs, contrairement à d'autres sports, c'est pas que chacun a un camp ou bien comme ça, c'est vraiment, on pourrait vraiment assimiler ça à la pétanque avec le cochonnet, où tout se joue de manière centrale et c'est à celui qui est le plus proche qui marque des points, en fait. Exactement, c'est très stratégique parce que tu vas avoir des pierres de garde donc qui vont pouvoir en fait bloquer un peu le fait d'aller au niveau de la maison pour des joueurs. Il va falloir Mhm. sécuriser des points, donc il y a un côté très très stratégique. Tu vas avoir les fameux balayeurs, tu sais, tu en as un qui va lancer la pierre et puis tu vas avoir les deux qui vont balayer juste devant. Alors le fait de balayer plus ou moins fort, ça va permettre aussi de réguler la trajectoire de la pierre, la vitesse de la pierre. Donc tu vas pouvoir y aller de manière très douce, de manière un petit peu comme à la pétanque, de pouvoir complètement tirer la pierre adverse et la sortir de la zone. Donc tu as des pierres qui vont se sacrifier, pas pour marquer des points, mais pour aller enlever des points, parce que certains vont mettre des pierres de défense, donc essayer de les placer stratégiquement. Donc voilà, c'était tout un système de balai, de précision, de coordination qui est vraiment très sympa à regarder. Et une partie, en gros, c'est dimanche. Et on peut dire qu'en moyenne, ça peut durer 2 heures. Après, tout dépend si effectivement il y a une équipe beaucoup plus forte que l'autre. Parce qu'au niveau des pierres, donc tu peux très bien, j'imagine, avoir, moi je joue, on va dire, contre toi, et ma pierre va taper la tienne pour l'éloigner donc de la maison, ce qui fait que si tu étais en position de marquer un point, bah, si je t'enlève ta pierre, du coup, moi à la place, enfin en gros, je prends ta place comme ce qu'on appellera un carreau à la pétanque. Ça serait le même genre. Exactement, D'accord. exactement. Mais là où c'est beaucoup plus, on va dire peut-être un peu plus stratégique, je veux pas dire ça, mais par rapport à la pétanque, c'est que tu vois souvent qu'il y a vraiment des pierres qui sont mises très loin de la maison, mais pour vraiment gêner les trajectoires du futur lanceur de Mhm. l'équipe adverse, tu vois. Donc tu as vraiment un côté un peu, un mélange de fléchette, pétanque et échec, on va dire, tu vois, dans l'esprit. C'est très Voilà, sympa. parce qu'il faut bien dire que les pierres, dans tous les cas, elles glissent, contrairement à la pétanque où tu lances ta boule, donc tu peux passer au-dessus. Là, tu peux pas passer au-dessus d'une pierre, forcément. Et ah bah non, non, c'est ça. Donc tu vas placer tes défenses, tu peux pas passer au-dessus d'une pierre, donc bah il y a des pierres que tu vas sacrifier, mais pour aller gêner complètement l'autre. Puis après, bah c'est le rôle des balayeurs hein, qui vont devoir essayer avec le lanceur, de s'organiser pour pouvoir gérer tout ça. Comme je te disais, c'est une équipe de 4 joueurs. Les membres de Mhm. l'équipe, ils sont nommés selon l'ordre dans lequel ils lancent leurs pierres pour chaque end. Ouais. Donc chaque boule, le leader, le numéro 1 de chaque équipe lance en premier, tu as le second, le third, le troisième et le skip numéro 4 qui est aussi généralement le capitaine de l'équipe. Cet ordonnancement n'a rien d'obligatoire. Certaines équipes ont d'autres usages. On va dire que pendant que les 3 premiers lanceurs envoient leur pierre, le skip se place à l'autre bord de la patinoire pour diriger les joueurs. Il y a quand même un côté stratégique. Et lorsque c'est au tour du skip de lancer, c'est le troisième joueur de l'équipe qui prend ce rôle un peu de coach, si tu veux. Ouais, Donc, donc tu as vraiment une grosse communication dans l'équipe où le quatrième donc, a une espèce de vue d'ensemble et va et ça définir tourne. bah, place-toi plutôt ici, etc. quoi. Et ça tourne et tout le monde va jouer les différents rôles. C'est surtout ça. Donc tu vas pouvoir avoir une rotation et ça va être très important d'avoir une communication énorme parce qu'il faut déjà que le lanceur te dise ce que lui veut faire, que les balayeurs puissent adapter la stratégie et puis que le skip lui puisse essayer avec un regard peut-être un petit peu plus lointain de gérer tout ça. D'accord, ok, je vois bien. Et donc là, on a parlé un petit peu de tout ce qui est, de tout ce qui est stratégie, mais j'imagine que forcément, comme on est sur une patinoire, bah, il y a aussi des équipements particuliers. Tu as un peu parlé aussi de technique. Donc, est-ce que tu peux donner un peu plus d'infos là-dessus? Alors, les techniques et équipements, effectivement. Alors, déjà, j'ai bien aimé, j'avais envie de dire une petite phrase que j'ai oubliée juste avant. C'est Oui. qu'il y a une petite phrase qui dit qu'avoir le marteau,
Thor, en gros, signifie avoir la dernière pierre d'une manche. Voilà, j'avais juste envie de rajouter cette petite phrase. Pour jouer au curling, en tout cas, effectivement, il faut une bonne technique, un bon équipement. Tu te doutes bien que tu es sur la glace. La technique de lancer la pierre de curling est essentielle. Le joueur doit lancer la pierre et puis après, bah, tu sais, avec l'espèce de petite poignée. Et si tu regardes, souvent ils glissent en même temps, tu sais, ils sont un petit peu accroupis, quasiment, avec une jambe en tout cas devant, et ils vont lancer et essayer de mettre une rotation. Puis après, bah, tu as les balais. Donc déjà, il faut avoir bah, effectivement les balais spécifiquement adaptés par rapport à ça, la pierre, et puis surtout, il faut avoir des bonnes chaussures. Parce que il faut pouvoir être sur la glace, glisser suffisamment, mais en même temps, il faut ne pas trop glisser. Donc en gros, il y a une des plantes de chaussures qui a une bande mince en téflon ou en inox, et c'est cette semelle qui permet de glisser, globalement. Tu as un pied qui est le pied fort, en fonction de si tu es gaucher ou droitier, qui est renforcé, concrètement. D'accord, donc là, le plus important, contrairement à certaines situations, c'est pas le planter de bâton. Non, c'est pas le planter de Ah, bâton. zut. Et les pierres de curling sont fabriquées majoritairement en granit. Après, il y a différents types de pierres de curling, mais je me suis dit, je ne vais pas vous les énumérer. Ça, vous pourrez aller vérifier et regarder sur Internet pour voir ce que vous pouvez trouver. Mais voilà, en Juste tout par cas, curiosité, quand tu dis il y a différents types de pierres, c'est-à-dire que sans rentrer dans le détail, hein, c'est-à-dire que chaque équipe peut venir avec son propre type de pierre, ses propres propriétés, peut-être liées, j'en sais rien, au poids ou un truc comme ça. Après, je je sais pense pas, hein, pas. t'as peut-être la Non, parce réponse. que là, je vais te dire ça sans avoir de certitude, mais Mhm. pour moi, par exemple, dans des championnats du monde ou Jeux Olympiques, c'est pas l'équipe qui ramène ses pierres, c'est fourni par les Oui, voilà, organisateurs. ok. Ouais, Donc en fait, d'accord. je pense qu'une compétition a forcément les mêmes pierres de base avec les mêmes le Ok. même matériau. Ce qui est logique, ouais. Exactement. Après, il peut y avoir, tu sais, c'est un peu comme tout, hein. Tu peux avoir des pierres qui coûtent très cher et puis tu peux être dans des championnats peut-être un peu mineurs avec des pierres qui, voilà, avec des matériaux peut-être un peu moins haut de gamme, mais qui permet quand même d'avoir un sport un peu plus accessible. Encore une fois, ça n'est que mon analyse, hein. Mais Tout à fait. Alors, l'analyse, c'est bien, la théorie, c'est bon. Après, effectivement, comme tu as dit, on va pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, ça pourrait être très long. Par contre, on est en début d'année, faut pas non plus changer toutes les traditions. Je suppose que tu as trouvé quelques anecdotes? alors j'ai trouvé quelques anecdotes. Je Ah, pensais en trouver beaucoup plus. C'était pas forcément si évident parce que les anecdotes que j'ai trouvées étaient souvent des anecdotes de matchs qui n'étaient pas très parlantes si tu n'es pas un spécialiste de curling dans hmm, l'absolu. Donc, en tout cas, j'ai trouvé qu'au cours des années 80, les joueurs de curling étaient autorisés à fumer pendant les matchs. Donc, ça a donné lieu à quelques situations amusantes, hein, comme des joueurs qui lâchaient leurs pierres pour éteindre leurs cigares, voilà, avec de la cendre qui pouvait se répandre sur la glace. Voilà, c'était d'une autre époque, à les années 80, c'était beaucoup plus libre, hein, de toute façon. Donc voilà, il y a eu, alors j'ai trouvé parce que ils expliquent qu'en 2018, il y a une équipe de curling qui a remporté une médaille en utilisant une stratégie inhabituelle. Alors ils parlent de pierres légères. En tout cas, je sais qu'il y a eu beaucoup de stratégies parfois très défensives et qui étaient vraiment basées sur le fait, en gros, d'emmerder l'équipe adverse plutôt que des ouais. méthodes plus traditionnelles. Et je l'avais vu ça, où effectivement, c'était pas de l'anti-jeu, mais c'était vraiment des tactiques, vraiment, voilà, c'est comme si à la pétanque, tu décidais de quadriller une zone. Tu sais, c'est vraiment Tu un ferais peu une spécifique, forteresse avec un petit les peu. pierres côte à côte pour empêcher d'arriver, par exemple, à la maison. Ouais, c'était assez particulier dans l'esprit et c'est vrai que ça avait totalement déstabilisé l'équipe adverse et il fallait quand même réussir à réaliser cette stratégie-là. J'avais regardé également qu'il y avait une fois un joueur qui, par énervement, avait un peu tapé le balai, tu sais, sur la glace et ça avait répandu beaucoup de fils, tu sais, de brins du balai un peu partout. Donc il avait dû prendre un autre balai pour aller nettoyer le balai qu'il avait cassé. C'est bon, ça. Donc ça, c'était assez rigolo. L'anecdote, c'est qu'il n'y a pas, il y a qu'une seule fédération, en tout cas ce que j'ai trouvé, qui est la Fédération mondiale de curling. J'ai pas D'accord. vu de spécifiquement de fédération. En tout cas, je pense qu'elle régit l'intégralité de tout ce qui est compétition. Les derniers chiffres que j'ai trouvés, pour vous dire, c'était il y a une dizaine d'années en France. On était à 350 licenciés. On est peut-être un petit peu plus maintenant. Voilà, ça démontre quand même que c'est difficile malgré tout, je pense, d'aller développer une fédération en elle-même dans un pays avec des financements et autres quand on a si peu de licenciés au regard de notre nombre d'habitants.
Donc c'est vrai que je pense qu'effectivement, c'est pas plus mal qu'il y ait une seule fédération qui puisse chapeauter tout ça. En tout cas, je serais ravi si parmi nos auditeurs, on ne sait jamais, il y en a qui jouent au curling, qui s'y connaissent un peu plus. Bah, revenez vers nous juste après l'épisode, on vous donnera les liens. Ça sera absolument passionnant de pouvoir faire une interview sur le curling, comme on a pu faire par exemple pour le rugby avec Jeff il y a quelques semaines. Ça m'amuserait beaucoup d'interviewer quelqu'un qui fait du curling. Ouais, alors moi j'aimerais bien essayer, tu vois. Alors je sais que je connais des gens qui font aussi un peu de curling et il y a peut-être moyen que j'essaye. Je vais essayer un jour parce que ça peut être marrant. À mon avis, beaucoup plus physique qu'on ne l'imagine au niveau du ballet, parce qu'il faut quand même Ah ouais. coord- coordination, précision, enfin il faut gérer pas mal de choses. Mais je vous Puis ferai un gérer retour l'équilibre, parce que tu es sur d'expérience. la glace quand même. Oui, 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 exactement. Je vous ferai un retour d'expérience en tout cas. Donc, Avec plaisir. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'est bon. J'ai toutes mes recherches, j'ai essayé de concaténer le plus possible, hein, comme je t'expliquais un petit peu avant l'émission, parce que il y a tellement de choses, de stratégies, de tactiques que je voulais pas vous abreuver d'infos où j'aurais pu vous perdre. Eh bien super, merci beaucoup Sylvain. J'espère que tu es bien amusé à préparer ce premier épisode de l'année. Et puis, bon, on se retrouve pour les prochains épisodes. Et puis, dans tous les cas, après le générique pour savoir comment nous rejoindre. Exactement. Et encore une fois, bonne année. À plus après le générique. Meilleurs vœux. Et Et donc, ah bah là on s'est ah bah c'est bien, c'est le petit loupé du début d'année parce qu'effectivement on n'a plus les réseaux sociaux pour l'instant, hein. En tout cas on a décidé de se focaliser plutôt sur Discord, donc je vais te laisser prendre la parole Thierry pour que tu nous expliques tout ça. merci Sylvain. Donc, effectivement, avant de parler encore de Discord, de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner sur notre podcast si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour avoir les liens pour les différentes plateformes, ils sont disponibles sur notre site internet, pardon, www.aufaites-c'est-quoi.fr. Bien entendu, pensez à liker, partager nos épisodes, mettre des commentaires. Je remercie d'ailleurs Sailor You Merchant, que je connais personnellement, mais je ne veux pas donner son prénom, qui nous a laissé quelques commentaires et j'ai l'impression qu'elle nous a écouté énormément. Donc merci à elle. Et puis donc, comme tu disais, vous pouvez nous rejoindre directement sur notre serveur Discord. Donc, vous avez le lien qui sont dans tous les épisodes. Je les ai mis à jour les uns après les autres. On est quelques-uns dessus, donc venez pour échanger, donner votre point de vue, ça peut être marrant. Et puis également, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire via notre page Patreon. Le lien est également dans les notes de l'épisode et c'est patreon.com/au fait c'est quoi. Merci Thierry et à plus dans le bus. Salut!